Un homme de 29 ans, interpellé jeudi dernier après le viol d'une femme de 89 ans, handicapée à son domicile de la Courneuve. En France, une dizaine de résidentes ont été agressées ou violées au sein des maisons de retraite, a-t-on appris il y a quelques mois. Hier, une vingtaine d'étudiants de l'ESSEC ont manifesté devant l'école de commerce pour réclamer des sanctions fortes et rapides pour mettre un terme à l'impunité des agresseurs sexuels. Charlotte Dornelas, il y a de nombreux viols aujourd'hui en France. Et même le viol des personnes âgées, entendons-nous bien, on n'entendait pas du tout cela en France. Maintenant, on l'entend très régulièrement. Et la réponse pénale demeure une véritable interrogation. On voit de grands médias s'interroger justement sur cette impunité judiciaire du viol. Est-ce qu'ils n'ont pas raison de le faire? C'est vrai que vous évoquez le viol de ces personnes âgées. On avait évoqué il y a quelque temps les agressions de personnes âgées. Et ça ne, c'est-à-dire qu'on est dans un tel degré d'ensauvagement. Quand vous entendez une personne de 82 ans violée chez elle ou à l'hôpital, puisqu'il y a 2 autres personnes âgées qui ont été violées à l'hôpital également récemment, là, je veux dire, on atteint un niveau de barbarie qui est inaudible. De la même manière, dans les foyers, vous savez, d'aide sociale, où on voit des gamines qui sont violées ou prostituées carrément, on a ces fameux réseaux de proxénétisme dans les cités qu'on appelle le proxénétisme des cités, avec des gamines qui ont parfois 13 ans. Et on a l'impression que, vous voyez, quand ça touche vraiment de véritables personnes faibles, à savoir les personnes âgées, les enfants, ça passe sous les radars, ça n'intéresse pas vraiment. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne sont pas au centre du jeu, notamment politique, mais il est vrai que ce sont des viols dont on entend moins parler que d'agressions sexistes, dans le fameux continuum, qui sont évidemment moins graves dans l'échelle et qui pourtant prennent plus de place. Une fois que cela est dit, en effet, la question, comment dire, de la réponse pénale a été posée dans plusieurs médias. On a vu des reportages récemment et notamment dans de grands médias qui ne s'intéressent pas nécessairement à la question de la justice. Dans France 24. Le reste du temps, France 24, on avait un reportage également sur TF1. Et on voit que c'est un sujet qui est éminemment compliqué à traiter, à la fois pour la police et pour la justice. Et on voit ces médias s'interroger sur la longueur de la procédure, sur la maltraitance de la victime, c'est-à-dire la place de la victime dans cette procédure, sur la difficulté à comprendre la peine et son aménagement, l'exécution des peines, se pose autour de la question du viol. Et il serait bon que tout le monde accepte de comprendre que c'est vrai pour toutes les victimes, quelles que soient... Alors là, en l'occurrence, on parle d'une justice pénale. C'est vrai pour toutes les victimes, quelle que soit l'agression, quel que soit le crime commis, et qu'on ne peut pas traquer le populisme judiciaire sur les autres affaires. Et sur ce terrain-là, après la question de la libération de la parole, du mouvement MeToo, là, y voir une injustice majeure. Toutes ces questions de procédure, de place de la victime, d'aménagement des peines, c'est vrai pour toutes les victimes. Et en effet, on va prendre l'exemple de France 24. Alors France 24 s'attarde notamment sur le cas de Karine. Karine, on en avait entendu parler puisqu'elle avait fait une vidéo à la sortie du tribunal où elle s'étonnait que son violeur, qui était un chauffeur de taxi en l'occurrence, ressorte libre du tribunal. Son histoire, elle est violée par un chauffeur de taxi, il est récidiviste, elle va immédiatement porter plainte, il est récidiviste, il est identifié. Les preuves sont apportées, donc les faits sont établis, et au bout de 6 ans de procédure, le procès a lieu et cet homme ressort libre du tribunal. L'avocate de la victime explique, il a pris 4 ans en probatoire, dont 2 fermes aménageables. Or, il a fait de la détention provisoire probablement au début et surtout 2 ans aménageables. Eh bien, vous pouvez ressortir libre en effet du tribunal puisque cette peine qui est prononcée est immédiatement aménagée. Et l'avocate nous explique, son insertion professionnelle a été évoquée par le tribunal pour aménager la peine. Et deuxièmement, nous dit-elle, il n'y a pas de place en prison. Et vous savez que les magistrats sont obligés de composer avec cette donnée dans les prisons qui sont autour d'eux. Et le reportage de conclure que cela alimente, puisque c'est médiatisé, la perte de confiance dans l'institution judiciaire. Mais la question qu'il faut poser derrière, au-delà de la question, en effet, de la perte de confiance dans l'institution judiciaire, c'est-à-dire dans la manière dont la justice est rendue, c'est qui décide justement de cette politique pénale, qui décide de s'adapter aux places de prison, qui promet de construire des places de prison qu'ils ne construisent pas et qui gère absolument toute la politique pénale, qui décide de rédiger
à l'adresse des magistrats une politique pénale disant soyez fermes et adaptez-vous aux places de prison, qui fait une circulaire demandant de libérer des personnes des prisons parce qu'il y a une surpopulation sans par ailleurs construire d'autres prisons, c'est évidemment le politique. J'insiste souvent là-dessus, mais parce que ça me semble important, non pas tellement sur la question de la responsabilité, elle est évidemment importante, mais surtout pour éviter la désespérance totale. C'est-à-dire que si tout dépend de tel ou tel magistrat, de son idéologie, de la manière dont il conçoit la peine, si tout dépend des magistrats, alors on fait quoi? Rien. Puisque le risque, on va dire, de l'indépendance des magistrats est évidemment nécessaire. Donc, il faut absolument que le politique revoie toute la vision de sa justice pénale, de la manière dont il la pense, parce qu'à force de faire des réformettes par-ci, par-là, vous avez une procédure tellement compliquée que les décisions se perdent et que la responsabilité se dissout. Et c'est évidemment le plus gros scandale dans les affaires de viol, comme dans toutes les autres affaires, quand il y a la certitude que le crime a été commis, c'est-à-dire que les preuves sont récoltées, que les faits sont établis devant le tribunal, alors en effet, c'est insupportable pour la victime et pour la société tout entière que ces crimes ne soient pas punis convenablement, et convenablement, c'est-à-dire à la mesure de l'acte qui a été commis. Et pourquoi je vous dis qu'il y a toute une vision à revoir ? C'est parce que quand on parle de la peine dans un tribunal, dans la manière dont on l'aménage surtout et dont on exécute la peine, on ne pense la peine que sous le signe de la réinsertion du prisonnier, du prisonnier, du condamné en l'occurrence. Et là, en l'occurrence, le viol, tout le monde comprend que la peine doit être prononcée selon la victime, mais c'est vrai dans tous les cas. C'est-à-dire que quand une peine est prononcée, elle est prononcée en fonction d'un acte qui a déjà été commis et qui mérite une punition. La réinsertion, on verra plus tard, c'est dans le temps de la peine, en effet, mais pas au moment de la prononcer, de l'exécuter ou de l'aménager. Et c'est ce que l'on comprend dans ces histoires de viol, ce sur quoi se penchent ces différents médias. Ça me semble être un débat intéressant, et si ça peut être l'occasion de le poser par rapport à ces victimes-là, je pense que d'autres victimes seront ravies que ce débat soit enfin posé. Vous répondez à l'interrogation sur les peines, mais comment expliquer que des procédures puissent être aussi longues malgré une identification rapide de l'agresseur? Est-ce que ce n'est pas là aussi décourageant pour les victimes? Alors c'est vrai qu'on a plusieurs cas. On nous dit qu'il y a énormément de femmes il y a une femme, je crois que c'est une femme sur 10 seulement qui porte plainte, qui dit avoir été victime de viol, et qui porte plainte. Alors évidemment, la plupart de ces agressions dont on nous parle restent impunies parce qu'il n'y a pas de plainte. Alors là, évidemment, certains pensent que la chose peut se régler sur les plateaux de télévision. Je n'en fais pas partie, puisqu'il faut quand même que les choses soient étudiées correctement. Ensuite, il y a en effet la question de la longueur des procédures. Mais là, encore une fois, c'est la question de la justice qui est extrêmement lente parce que les tribunaux sont débordés. Et là, encore une fois, c'est une question politique, éminemment politique au sens extrêmement noble du terme. Or, vous avez Emmanuel Macron qui, en 2021, septembre 2021, avait promis sur le terrain de la justice pénale la réécriture du code de procédure pénale, demandant à son garde des Sceaux de faire des propositions dans les 3 mois qui suivaient. Il n'y a pas de proposition. Et dans la dernière loi de programmation sur la justice du garde des Sceaux, juste présentée, il y a la question des moyens qui est abordée. Il faut le saluer. Il y a la question de la justice civile qui est abordée, qu'il faut saluer. Mais il n'y a rien, ou quasiment rien, sur la justice pénale, voire des complexifications encore de cette procédure. Donc vous voyez qu'à force de vouloir simplifier, bon ça on connaît par cœur, à force de vouloir simplifier une procédure, on dit on va changer tel et tel mot, mais vous comprenez bien qu'à la fin, quand les Français demandent une justice plus lisible, plus rapide et des sanctions réellement posées, ils demandent simplement un changement de vision de la justice pénale. Et ça demande évidemment beaucoup plus qu'une réforme, ça demande un changement, on va dire, d'appréhension de la justice pénale. C'est vrai pour les dossiers de viol, c'est vrai pour tous les autres. Par ailleurs, il faut préciser une chose, le viol est une matière criminelle extrêmement difficile à traiter. Et je sais que c'est quasiment devenu inaudible de le dire, mais il faut avoir le courage, entre guillemets, de regarder ce qu'est un dossier de viol et de comprendre pourquoi il n'y a pas une mauvaise volonté des policiers ou des magistrats et une culture du viol qui se transmet de policiers à magistrats pour ne surtout pas punir les violeurs. C'est simplement que quand vous avez une femme qui vient porter plainte pour viol, la plupart du temps, le viol est tellement traumatisant
qu'il faut du temps avant de pouvoir aller porter plainte, avant de pouvoir raconter ce que vous avez vécu dans les affaires de viol. Et donc, comme vous avez évidemment dans des histoires de viol assez peu de témoins en général, il y a parole contre parole devant la justice. Il y a parole contre parole devant les policiers, puis devant la justice. Or, on peut faire des slogans sur les plateaux de télévision en disant « on vous croit », mais la justice ne fonctionne pas comme ça. Elle ne condamne pas sans preuve, ni pour un viol, ni pour un autre crime. Elle ne peut pas condamner sans preuve, et par ailleurs, c'est bien heureux, évidemment. Donc, vous avez la question de l'impuissance factuelle dans un dossier où il n'y a pas de témoin, où c'est extrêmement compliqué de faire ressortir la vérité. C'est-à-dire qu'on peut croire la personne qui vient porter plainte sans avoir la preuve matérielle pour pouvoir le condamner. Raison de plus, par ailleurs, pour prendre extrêmement au sérieux l'application des peines quand les preuves sont accumulées devant un tribunal. Là, pour le coup, ça devient particulièrement insupportable quand on sait la difficulté que c'est. Dernière question, le ministère de la Justice, Charlotte Dornelas, précise par ailleurs que sur 1000 faits de viol rapportés à la police, 12 agresseurs seulement partent en prison. Comment se contenter d'une situation comme celle-ci ? Là encore, il faut être prudent dans la manière d'aborder ces chiffres. Parce qu'en effet, sur les 1000 faits de viol rapportés, vous avez d'abord, oui, on dit tout le temps, l'accueil est très mauvais dans les commissariats, les policiers n'ont pas pris la mesure. Alors, c'est beaucoup moins vrai ces dernières années, ça a sans doute été vrai pendant longtemps, c'est beaucoup moins vrai parce qu'il y a une prise de conscience de fait de la difficulté parfois de le faire. Mais notons que si 12 agresseurs seulement partent en prison, c'est aussi que 8 dossiers sur 10 sont classés sans suite. Ce ne sont pas les policiers qui classent les dossiers, ce sont des magistrats. Ça n'est pas un policier qui poursuit, c'est le parquet. Donc vous voyez qu'il faut simplement pour poursuivre, et on en parle en permanence, on a des procédures tellement compliquées que, et en plus le viol, il y a la particularité du viol, que c'est tellement compliqué de le faire que parfois c'est tout simplement le manque de preuves matérielles. Il n'est pas possible de poursuivre. Ensuite, et alors là, je sais que c'est extrêmement compliqué à entendre aussi aujourd'hui, mais il faut pouvoir le dire, il y a la possibilité du mensonge ou de la confusion au moment de le faire. Donc il est normal de poser des questions, il est normal d'entendre l'entourage. Un policier et un magistrat ne peuvent pas se contenter de croire les victimes. Dans aucun dossier, ça n'est possible, certainement pas dans cela non plus. Donc évidemment, la question à la fois du discernement des policiers ou des magistrats, et là on peut comprendre aussi la lenteur, c'est que c'est devenu une priorité extrêmement médiatisée, donc politique, et donc vous savez ce discernement des policiers ou des magistrats sur un dossier en se disant celle-là, il y a tellement de détails qu'on va d'abord le faire en premier. Eh bien non, aujourd'hui les magistrats, et on peut le comprendre d'ailleurs, sortent ceinture et bretelles, comme on pourrait dire, et tous les dossiers ont la même priorité. Mais donc quand les dossiers ont tous la même priorité, eh bien les priorités sont concurrentes et le temps passe sans que les dossiers soient traités, les dossiers je veux dire, extrêmement graves soient traités avant les autres. Et enfin arrive cette question de la justice de manière générale avec la justice pénale en son centre. Et a priori, ça, pour le coup, c'est la priorité, à mon avis, absolue devant la défiance des Français par rapport à l'institution judiciaire. Et c'est justement celle qui est absente des annonces d'Éric Dupond-Moretti.